Bien, merci, cher Didier Haas, et bravo d'avoir pu, avec l'appui de mon adjoint, mon formidable adjoint à la santé, je dis à cette dame qui est intervenue pour dire, je le dis auprès de Monsieur Estrosi, les élus locaux ça compte, Monsieur le professeur Olivier Guérin est un élu local, professeur du CHU de Nice et directeur du centre de gériatrie du CHU de Nice. Donc oui, les élus locaux, ça compte, et c'est bien pour ça que nous nous impliquons et que nous faisons appel aux meilleurs. Voilà. Et que nous sommes bien conscients de cela, et c'est bien pour ça que je suis à l'initiative de notre ami Didier Haas et d'Olivier Guérin à ses côtés, heureux de vous recevoir, de vous accueillir ici et de partager ces quelques instants parmi vous, parce que ce qui se passe ici, ce débat sur l'accès aux soins et à la santé est un sujet important. Alors je suis heureux en même temps de retrouver des amis avec lesquels je m'entretiens depuis longtemps sur ces sujets-là. Je n'ai pas la prétention d'être compétent dans le domaine de la santé, ou en tout cas de l'être plus que vous, mais bien moins que vous. Je fais preuve d'humilité à cet égard, mais je considère que le rôle d'un responsable public politique, d'un élu local. Et je ne suis qu'un élu local et rien d'autre aujourd'hui, qui ai choisi de me consacrer à ma ville et à ma métropole. C'est dans chaque domaine de savoir rendre des arbitrages et de savoir écouter les meilleurs, les plus performants. Je vois qu'il y a même des contradictions chez les meilleurs et les plus performants entre eux. Alors vous imaginez bien que pour l'élu local, rien n'est simple non plus lorsqu'il s'agit d'écouter son président de la CME au sein du conseil de surveillance de son CHU qu'il préside, son directeur général du centre anticancéreux qui chez nous s'appelle le centre Antoine Lacassagne, avec des divergences de vues, son doyen de la faculté de médecine qui lui regarde aussi les choses différemment, et puis nous on est au milieu de tout ça. Et puis, il faut, au moment où on se tourne vers nous, qu'on dise, qu'on rende un arbitrage, qu'on prenne parti pour l'un, pour l'autre. Donc, rien n'est simple. Car si rien n'est simple dans le domaine politique, je dois reconnaître devant les célébrités qui sont en face de moi dans le domaine de la santé que dans vos domaines, rien n'est simple non plus, mesdames et messieurs. Voilà, je peux vous le confirmer et vous le garantir, en tout cas, vu de mon côté. Et pourtant, je veux vous remercier parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes engagé, vous êtes impliqué, vous voulez donner le meilleur de vous-même et faire en sorte que là où il y a des incompréhensions, les choses puissent avancer. Et d'avoir des amis depuis longtemps si engagés, si impliqués, qui ont à la fois exercé des responsabilités locales, gouvernementales, et qui sont en même temps eux-mêmes des spécialistes de la santé parce que c'est leur métier, comme mon ami Claude Evin, comme Elisabeth Hubert, que j'ai plaisir à accueillir et à revoir ici. Je sais que Frédéric Valtou, le maire de Fontainebleau, grâce auquel je suis rentré, nous sommes rentrés dans les villes impériales, puisque ici, l'arrivée de Bonaparte pour organiser l'armée d'Italie, ça a compté, avec l'enfant chéri de la victoire, le maréchal Masséna, qui est son chef d'état-major, qu'il a connu ici à Nice, ou encore Napoléon III, auquel nous devons vraiment les premières institutions de santé lorsque nous sommes devenus français en 1860 grâce à l'impératrice Eugénie, parce que lorsque le roi Victor Emmanuel s'est tourné vers Napoléon III pour lui dire qu'est-ce que je peux faire pour te récompenser pour m'avoir aidé à faire l'unité italienne, Napoléon III s'est tourné vers Eugénie et lui a dit qu'est-ce que tu veux? Elle dit je veux Nice. Et donc, eh bien, grâce à cela, on est rentré dans une grande communauté de destin qui s'appelle la France, et où nous avons eu à partir de là nos premières grandes institutions de santé médicale, et notre grande histoire des temps modernes, au fond, est partie de ce moment-là. Et puis, je remercie Claude Darcourt, avec lequel je m'entretiendrai cet après-midi, notre ARS des sujets qui sont les nôtres. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue avec Olivier Guérin, mais aussi avec Charles Guéprat,
le directeur général de notre CHU. Je commence par la fin parce que ce n'était pas prévu dans ce que j'avais préparé ou dans ce qu'on m'avait préparé, qui ressemble à peu près à ce que je dis en général, puisque cette dame m'a interpellé. Je préside moi-même le conseil de santé mentale de mon territoire. Je m'y intéresse. Et c'est le premier de France. C'est le plus important. Comme ça, vous avez la réponse quand vous dites qu'il faudrait que les élus locaux s'impliquent. Je suis un tout petit peu impliqué. Un tout petit peu impliqué à la présidence de mon conseil de surveillance de notre CHU, impliqué avec nos ARS successifs depuis 10 ans chez Olivier, où nous essayons de coordonner une fondation exceptionnelle qui est la Fondation Lanval, avec une natalité qui est importante, qui compte, et puis un hôpital pour enfants qui compte et qui a beaucoup compté notamment lors de notre tragédie du 14 juillet 2016, et puis un CHU qui lui aussi a son service de natalité, et où à un moment on se demande mais qui fait quoi entre les enfants, la femme, la mère, et où on se dit il serait peut-être temps d'essayer de fédérer tout ça. C'est un combat de 10 ans que j'ai mené parce que je me suis impliqué pour que nous réussissions à avoir un seul service hospitalo-universitaire avec tout ça pour la femme, la mère et l'enfant. Vous voyez, 10 ans après, on n'y est pas encore. C'est pas gagné. On continue à mener ce combat. Donc voilà, quand on veut être pragmatique dans l'accès à la santé publique, c'est vrai, les élus locaux doivent s'impliquer. En même temps, je sais ce que sont les difficultés gouvernementales. J'ai bien aimé les remarques tout à l'heure. Quand un ministre arrive, il faut forcément qu'il réforme. Moi, j'étais ministre de l'Industrie et en même temps, j'avais Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé. Et donc je me rappelle de ce temps où j'avais toujours des débats très compliqués avec elle, parce que nous étions au pire moment de la crise industrielle entre 2008 et 2010, où tous les responsables des industries de santé, les Sanofi et autres, se tournaient vers moi en disant qu'il faut nous aider parce qu'on est en train de passer de la recherche chimique à la recherche biotech. Mais vous comprenez, en même temps, c'est compliqué pour nous parce que votre collègue ministre de la Santé, il déréglemente un certain nombre de médicaments, il oblige à passer à des génériques, on perd de plus en plus de marge à réinjecter forcément dans l'innovation, dans la recherche et dans le développement, qui sont de votre responsabilité. Et donc, dans le même temps, moi, je triplais le crédit impôt recherche, et donc, au fond, on était dans cette espèce de dichotomie où vous aviez d'un côté ceux qui réduisaient les dépenses de l'État et puis ceux de mon côté qui les augmentaient pour qu'on essaie de rester à niveau dans le domaine de la recherche médicale. Et c'était la même caisse à l'arrivée, avec les mêmes dépenses à l'arrivée, en se demandant pourquoi l'un faisait comme ceci et l'autre faisait comme cela, ce qui démontre bien que vouloir arriver, vouloir réformer, vouloir tout changer, de temps en temps, il vaut mieux aller plus doucement, regarder les choses plus calmement, plus sereinement, s'appuyer sur les professionnels de la santé et pas se dire que le politique à tout prix doit laisser sa marque de fabrique dans n'importe quelle condition pour essayer de changer les choses, sachant que de toute façon, 6 mois, 1 an ou 1 an et demi après votre passage, tout le monde a oublié que vous avez été là et que vous avez changé quelque chose ou que vous avez fait semblant de changer quelque chose. Voilà pourquoi il est important de garder beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité à cet égard. Et vous savez parfaitement, parce que vous en riez suffisamment souvent entre vous lorsque vous en parlez, forcément devant moi, vous gardez une attitude très respectueuse et je vous en remercie, mais que la réalité, c'est celle-là. En tout cas, moi, je suis heureux de vous recevoir sur ce thème qui touche à l'accès aux soins et qui est un sujet majeur, au moment où la médecine s'apprête forcément, en ce 21e siècle, à faire de nouveaux pas de géant grâce au progrès technologique, à l'essor du numérique, aux neurosciences, aux nanotechnologies ou aux biotechnologies. À l'heure où certains ne parlent plus seulement de réparer, de guérir l'humain, mais de l'augmenter,
avec l'amélioration des performances de l'homme. Les défis à venir sont tellement immenses. Médicaux bien sûr, mais aussi économiques, sociétaux, moraux, philosophiques. Et l'angle que vous avez donné à vos rencontres aujourd'hui va, j'en suis sûr, permettre d'identifier des solutions pour des défis que nous partageons tous, qu'on soit en charge comme nous d'un centre communal d'action sociale, d'une clinique, d'un hôpital ou d'une entreprise. Alors les questions des parcours, de l'accès, de la continuité des soins, de l'équité sont des challenges sur lesquels, en tant que maire, je dois trouver des solutions au quotidien. Et je me réjouis que vos rencontres soient empreintes de cet humanisme. Au fond, c'est cela l'essentiel, dont notre territoire est l'héritier depuis des siècles. Et quand je parle d'un territoire, puisque j'ai entendu parler aussi d'aménagement du territoire, c'est un sujet qui m'est cher, puisque nous avons bâti, cher Olivier, ensemble une métropole qui réunit 49 communes, qui part du littoral pour aller jusqu'au plus haut sommet du Mercantour. Nous gérons 7 ports de la Méditerranée et 5 stations de sport d'hiver jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Voilà, c'est ce que je préside aujourd'hui. Et j'avais des hôpitaux ruraux notamment qui étaient en fin de vie, en perdition, qui n'étaient plus au fond que les maisons d'accompagnement pour les derniers habitants du village. Et nous avons réussi, malgré tout, grâce à la fibre optique, grâce au numérique, à passer des conventions avec le CHU de Nice et à sauver les 3 hôpitaux ruraux qui sont les nôtres et qui aujourd'hui repartent, sont en pleine activité à 1h30 d'ici, à 2000 mètres d'altitude, à Saint-Martin-Vésubie, à Saint-Étienne-de-Tinée ou encore à Roquebillière, parce que, nous avons incité des médecins généralistes à s'implanter, et nous les avons accompagnés avec leurs familles, en même temps leur donner accès à ces hôpitaux, en même temps faire en sorte que la radiographie et la télémédecine soient une réalité en direct avec notre CHU pour que nos professeurs, que ce soit sur à la fois des expertises, que ce soit sur des diagnostics, mais aussi sur des soins post-opératoires, puissent redonner du sens à ces hôpitaux ruraux pour conduire cette véritable opération d'aménagement du territoire qui aujourd'hui est regardée comme une véritable réussite, qui nous a permis de sauver des emplois publics, d'installer des généralistes pour qu'ils aient une véritable activité, que ce soit dans leur profession de généraliste, mais d'intervenants aussi en milieu hospitalier. Eh bien, par rapport à cette question posée, c'est pour moi en tout cas l'occasion de vous illustrer ce que nous avons imaginé, nous les vilains politiques, qui ne connaissons pas trop le sujet, mais qui quand même avons un peu réfléchi au sujet. Et d'ailleurs, lorsque j'étais cette fois-là ministre de l'aménagement du territoire, j'avais inventé ce qu'on appelle les pôles d'excellence ruraux, et je pourrais vous citer une 50aine de pôles d'excellence ruraux que nous avions labellisés, qui continuent aujourd'hui à être des réussites et à être financés partout sur les territoires ruraux de France, où on a fait des pôles médicalisés qui rassemblent à la fois des infirmières, des dentistes, des généralistes, des radiologues, des kinés, etc., et qui ont démontré leur réussite. Oui, c'est un sujet majeur aujourd'hui que de regarder une grande politique d'aménagement du territoire à partir d'une offre d'accès aux soins sur ces territoires sur lesquels nous avons besoin de donner de l'attractivité pour pouvoir les préserver. Et bien évidemment, le numérique, et à cette époque, nous n'étions qu'à l'ADSL, que j'ai essayé de porter de partout. Nous étions en zone blanche. Aujourd'hui, l'enjeu, là où les grands opérateurs, je pense à Orange, SFR, Free, Bouygues, forcément nous apportent gratuitement la couverture numérique dans toutes les zones urbanisées parce que commercialement, ils ont un rapport, ne l'apportent pas dans les zones rurales. Et bien, à l'exemple de notre métropole, par exemple, puisqu'on nous apporte gratuitement sur la zone urbaine l'ensemble des réseaux nécessaires, et au 31 décembre de cette année, les 360 000 habitants de la ville de Nice intramuros seront couverts, eh bien,
nous apportons notre contribution et notre solidarité financière pour que les 250 000 autres habitants qui sont en zone rurale sur notre métropole puissent, eux, être couverts d'ici 2 ans dans les mêmes conditions, dans les hameaux les plus éloignés de notre territoire métropolitain, pour que dans ce domaine, parmi d'autres, celui de la santé publique en tout cas, nous puissions aussi apporter une réponse, parce que nous savons combien c'est aussi capital pour les professions que vous exercez. Donc la médecine de demain, c'est la médecine du quotidien, plus prédictive, plus préventive, elle est désormais plus personnalisée grâce au profilage génétique, elle fait de plus en plus largement appel à l'intelligence artificielle, qui est le grand sujet du moment et que nous sommes obligés d'introduire chacun dans nos métiers, y compris dans la gestion d'une collectivité locale qui est désormais tout en haut de nos priorités sur les actions que nous menons, la robotique, les capteurs et les objets intelligents. Et chez nous, je veux dire notamment que pour avoir fondé une technopole il y a maintenant une dizaine d'années, là où nous n'étions qu'un territoire de services et de tourisme, nous sommes devenus une terre d'industrie grâce à notre opération d'intérêt national tournée vers les écotechnologies. Nous venons d'être classés 13e Smart City au monde par l'organisme américain Juniper Research et seul en France dans le classement des 100 premières parce que nous avons offert notre métropole comme un terrain de jeu pour les Cisco, les IBM, les Schneider Electric et tant d'autres encore, les Bosch et j'en passe et des meilleurs, pour que sur les technologies Smart Grid notamment, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine environnemental, mais dans le domaine de la santé où nous avons d'un côté notre hôtel de start-up pour les écotechnologies, celles liées à l'environnement, et d'un autre côté notre hôtel de start-up qui s'appelle le 27 Delval, qui est lié aux activités de santé où nous hébergeons un certain nombre de start-up en pleine réussite, notamment dans le domaine de la silver economy, eh bien nous fassions bien ce parallélisme des choses entre l'environnement et la santé, parce que nous savons que les deux sont extrêmement liés et que ça permet de créer des passerelles entre nos start-up, nos PME et bien évidemment nos pôles universitaires dans ces deux domaines. Alors voilà pourquoi vous êtes pour nous des apporteurs de solutions, des décideurs, des gérants de cliniques, des associations de patients pour lesquels bien évidemment toute votre expertise est la bienvenue à Nice. Vous êtes les acteurs de cette formidable révolution qui devra profiter à tous. Ces deux objectifs n'en font finalement qu'un. À Nice, dans notre métropole, nous avons, en matière d'innovation, avec vous, œuvré pour une médecine toujours plus performante et plus universelle. Depuis 2008, la politique de santé s'intègre dans un plan global. En cela, elle relève d'une politique générale. C'est vrai, quand on crée une ligne de tram, nous réduisons d'autant le trafic automobile. Je visitais tout à l'heure le chantier du premier tronçon de la ligne Est-Ouest, dont pour ceux qui sont descendus à l'aéroport ont vu déjà les rails qui commençaient à se dresser. Sachez que cette ligne qui, d'ici 1 an et demi, transportera 140 000 usagers jour, devrait faire baisser de 20% la circulation automobile dans la traversée Est-Ouest de la cité et faire baisser considérablement les émissions de CO2. C'est un domaine transversal pour moi, mais qui est un tout. Traiter la santé publique, c'est aussi cela pour nous dans l'aménagement et la mobilité. Lorsque nous interdisons les pesticides, voilà, je suis fier que depuis 2010, très exactement, nous puissions revendiquer qu'il y ait du zéro pesticide dans tous les espaces verts de la cité. Mon seul problème, c'est que 60% des espaces verts appartiennent à la cité et que 40% appartiennent au privé. Et expliquer au privé qu'ils fassent comme la collectivité, c'est pas facile. Mais petit à petit, on arrive à les convaincre qu'en venant à la maison de l'environnement, chercher leurs larves de coccinelles pour bouffer les parasites plutôt que de jeter des produits pesticides dans les jardins qui ensuite s'infiltrent pour plus d'1 siècle dans les nappes phréatiques, c'est mieux. Et petit à petit, nous arrivons à ces comportements vertueux. Et quand on sait que, en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué,
qu'une grande partie des cancers du sein, de la prostate, de l'utérus, malheureusement aujourd'hui, viennent des nappes phréatiques que nous avons polluées au cours des décennies écoulées. Eh bien, je crois que c'est de notre responsabilité à chacun de mener ces combats. C'est vrai aussi sur les cantines scolaires. Pardon de vous parler de ces sujets tout bêtes. Moi, un jour, j'ai un gamin qui m'a tiré par la manche alors que je venais d'être élu maire, en visitant la première école de mon mandat en 2008, et qui me dit « Monsieur le maire, pourquoi c'est pas bon ce que tu me donnes à manger à midi ?» Bon. Et je me suis dit, comment expliquer à un gamin que ce que je mets dans son assiette, c'est pas moi, que c'est pas moi qui fais les menus, et que depuis 30 ans, il y a des Sodexo, des Sogérès qui font venir des barquettes de tomates depuis la Hollande, où on plante sur des arbres ces produits et où on les entretient avec des seringues et qui arrivent sur la table de nos écoliers sans saveur, sans odeur, sans parfum, sans oligo-éléments, sans vitamines, etc. Et ce jour-là, j'ai décidé de devenir le chef ratatouille moi-même. Et puis, avec un professeur nutritionniste du CHU de Nice, de faire un comité de pilotage, de définir les menus chaque semaine, avec les produits labellisés rouges, les produits bio, en même temps de faire travailler mes producteurs en direct sur les bonnes tomates de la plaine du Var. Et donc, c'est les circuits courts. Et depuis, 98% de taux de satisfaction pour 26 000 repas servis par jour, et que personne ne vienne m'expliquer dans un parti politique s'il faut un menu unique ou s'il faut plusieurs menus. Nous, on fait 6 menus différenciés, et ça va très bien à tout le monde, et ça marche très bien comme ça. Moi, je n'ai pas de patron, c'est ma chance. Personne n'est là pour m'expliquer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. J'essaie simplement d'écouter ceux qui apportent les bonnes solutions et dont aujourd'hui, vous faites partie. Et puis, voilà, je parle des soins dentaires. C'est un vrai sujet. Quand je vois ces étudiants sans moyens, si mal remboursés, et qui préfèrent ne pas faire de soins dentaires parce qu'ils n'en ont pas les moyens, eh bien, je remercie l'Ordre des dentistes à Nice qui s'est mobilisé à mes côtés pour faire en sorte que là où ils n'avaient pas de mutuelle qui prenait la totalité en charge de leurs frais dentaires, nous puissions le faire pour apporter cette solution à toute notre population étudiante. Et on est en train de faire la même chose sur les lunettes d'ailleurs, puisque ce sont des sujets où il y a énormément de sacrifices pour ceux qui ont peu de moyens dans notre jeunesse. Et il y a aussi le grand débat sur les EHPAD, bien sûr, qui nous concerne. Vous savez, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des endroits de France où vous fermez une école tous les ans, où il y a une baisse de démographie, où on ne prend pas sa retraite là où on a travaillé toute sa vie parce qu'on vient la prendre chez nous. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça nous permet en même temps de revendiquer que nous avons la plus longue espérance de vie de France qui est ici. Bah, c'est simple, en 1997, on avait 99 centenaires identifiés dans la ville. Aujourd'hui, il y en a exactement 415. Bon, donc forcément, pour le maire, c'est un peu compliqué parce que chaque année, il faut construire un EHPAD de plus. Et comme en même temps, nous sommes un des taux de natalité les plus forts, bah, ça veut dire que chaque année, il faut aussi apporter des réponses en crèche, en maternelle, en école, au deux bouts de la chaîne, et puis apporter les prestations et les services, notamment en matière de santé publique, qui vont avec. Voilà pourquoi, sur tous ces sujets, nous proposer des solutions, venir débattre ici de tout ce qui touche à l'accès aux soins, et comment, que ce soit en matière d'aménagement du territoire ou en intervention de la collectivité, s'appuyer sur les meilleurs, sur la réflexion que vous partagez ici. Pour moi, c'est important. Voilà en tout cas pourquoi j'étais extrêmement heureux de vous souhaiter cette bienvenue, d'y partager des moments qui nourrissent votre réflexion, mais dont vous profitiez aussi des délices de notre cité. Merci en tout cas du fond du cœur de la confiance que vous avez accordée à Nice autour de Didias pour organiser ces journées autour de l'accès aux soins. Merci et bonne journée.